Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le cire et le loup, épisode 11. Entrée en gare du TGV 8242 en provenance de Paris, quai numéro 1. Le TGV en provenance de Paris entra lentement dans la gare de Pontarlier. Il était très tôt, en ce matin des premiers jours de juillet, et le soleil venait de se lever sur l'horizon. Sur le quai de la gare, Alain Louvrier, le bras droit du défunt Prégnoux, attendait l'arrivée du nouveau professeur qui était chargé de reprendre les recherches au fort du jour. Il sortit de sa poche un mouchoir et se le passa sur le front pour essuyer les quelques gouttes de sueur qui perlaient. Depuis qu'il avait appris le nom du remplaçant chargé de reprendre les fouilles de Prégnoux, il avait du mal à rester calme. Le train s'immobilisa, les portes s'ouvrirent. Une seule personne en descendit. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds et aux yeux verts en forme d'amande. Elle était assez grande et fort jolie malgré l'indescriptible sentiment d'autorité qui se dégageait de son visage. Elle scruta autour d'elle et aperçut l'ouvrier. Elle empoigna sa valise qu'elle avait de prime abord posée sur le quai et se dirigea vers lui. « C'est elle, pensa l'ouvrier. C'est le professeur Nadia Tari, diplômé de la Sorbonne, auteur d'un des plus grands livres sur le Moyen-Âge de ces 20 dernières années. Ouais, une petite conne prétentieuse et arrogante qui est persuadée de sa supériorité. » Bien qu'une grande partie de ses pensées lui fût dictée par un sentiment d'infériorité sans doute injustifié, il était vrai que Nadia Tari ne jouissait pas, auprès de ses collègues, d'une bonne réputation. Jeune prodige de l'archéologie, elle avait l'arrogance de ceux qui n'ont jamais connu l'échec et la mauvaise habitude de prendre tout le monde de haut. En arrivant à Pontarlier, elle était persuadée écrasée par ses découvertes, celles faites quelques mois plus tôt par Prégnoux. « Monsieur l'ouvrier » demanda-t-elle sans autre forme de politesse après s'être approchée de celui-ci. Il acquiesça. « Ayez l'obligeance de prendre mes valises, s'il vous plaît. » Bien qu'elle ne l'eût jamais rencontré, bien qu'elle ne lui eût jamais parlé, elle ne prit même pas la peine de le saluer. La première phrase qu'il lui adressa était un ordre à peine dissimulé qui d'entrée avait creusé un fossé entre les deux personnages. Pendant toute la durée du trajet qui les mena à l'hôtel, elle ne lui adressa la parole que pour lui poser des questions sur les fouilles. Et chaque fois, son ton était autoritaire et affirmait un peu plus fort qu'elle était la patronne et que lui n'était que le subalterne. Alain, qui s'entendait fort bien avec Prégnoux et qui, d'ailleurs, s'entendait fort bien avec tout le monde, avait beaucoup de mal à supporter cette mégère et fut soulagé quand sa voiture s'immobilisa devant l'hôtel de cette dernière. Elle descendit sans faire de commentaire, puis se penchant par la fenêtre passager restée ouverte, elle ordonna à l'ouvrier de repasser la prendre dans 1 heure pour commencer les fouilles. L'équipe qui se retrouva 2 heures plus tard près du puits qui permettait d'accéder au lieu des fouilles n'avait pas beaucoup changé par rapport à celle de l'hiver précédent. Rien ne semblait avoir bougé ici, mais des spécialistes étaient tout de même venus vérifier que la plateforme était toujours bien arrimée dans le puits et ne présentait aucun danger. Nadia Tari fut la première à descendre, suivie de près par l'ouvrier qui, visiblement, n'était pas tout à fait à l'aise. La plateforme était éclairée par des torches électriques qui permettaient de voir parfaitement, mais qui n'empêchaient pas le lieu de glacer le sang de toute personne normalement constituée. Au-dessus de leur tête, un boyau de pierre de 50 à 60 mètres de haut et d'à peine 3 mètres de large, autant au-dessous, avec en plus une eau sombre et profonde. « Quelque chose ne va pas, monsieur l'ouvrier ?» demanda Nadia. « Non, simplement une drôle d'impression, comme si le fantôme de Prégnoux était encore là. »« Un fantôme ? Vous n'allez pas dire que vous croyez à ces sornettes ?» Elle se détourna et, sans plus accorder la moindre attention au malaise d'Alain, ordonna de retirer la plaque qui fermait encore les lieux.
Bientôt, l'entrée du tunnel fut accessible. Et comme si la mort avait été dérangée, un vent glacial m'a frappé le visage de Nadia. Elle se sentit mal l'espace d'une seconde, comme si quelqu'un tentait d'entrer en elle. Puis, se ressaisissant, elle fit un geste. Un de ses collaborateurs brancha un fil et pressa un interrupteur. Comme par magie, le tunnel s'illumina. Toute l'équipe s'y engagea. Certains eurent l'impression de revenir sur les lieux d'un cauchemar. Il leur semblait entendre la voix de Prignou qui les suppliait de s'enfuir. Puis, au bout d'une dizaine de mètres, ils aperçurent les restes de la dalle qu'ils avaient eu tant de mal à déloger et pénétrèrent dans le tombeau. Lui aussi était maintenant éclairé. En y entrant, Nadia eut à nouveau cette sensation de malaise. Elle se sentit obligée de lutter sans savoir ni comment ni contre qui. Puis, son caractère exceptionnel reprenant le dessus, elle se retourna vers ses collègues et dit simplement « Au travail !» Elle donna quelques ordres précis. Elle connaissait parfaitement la configuration des fouilles qu'elle avait étudiées depuis plusieurs mois. Elle s'assura que tout commençait bien, puis s'approcha de l'ouvrier. « Il faudrait que je vous parle », lui confia-t-elle à voix basse, sur un ton opposé à celui qu'elle avait utilisé jusque-là. « Je vous écoute ?» Elle le prit par le bras et l'attira un peu à l'écart. « J'ai bien étudié les résumés des fouilles que vous m'avez fait parvenir. Vous avez fait ici des découvertes incroyables. Comment se fait-il que Prignou n'ait pas fait de suite savoir ce qu'il en était ?» L'ouvrier parut embarrassé par la question. Il hésita, bégaya une réponse sans aucun sens avant de se ressaisir. Et il préférait attendre d'avoir complètement terminé, enfin je pense, parce que, avec ce qui s'est passé, je me dis que finalement il n'était pas vraiment normal. Nadia ne répondit pas. Elle tourna la tête, puis prit sa décision. Nous allons remonter, trouver tout sur les fouilles qui ont eu lieu. J'ai l'impression que nous sommes passés à côté de quelque chose et je voudrais savoir quoi. Paul était assis dans une grande pièce d'un vieux donjon. Ses deux bras reposaient sur les accoudoirs sculptés d'un vieux fauteuil en bois. En face de lui, par une petite ouverture à peine plus large qu'une meurtrière, passait la seule source de lumière qui éclairait la pièce. Tout, derrière son fauteuil, était plongé dans la pénombre. Il ne bougeait pas, et les yeux rivés sur l'embrasure, il songeait. Un petit soupir se fit entendre dans son dos. Machinalement, il se leva et se retourna. Il y avait là une couche sur laquelle reposait une femme superbe et complètement nue. Il s'entendit simplement prononcer le nom de Clémence. La porte de la pièce vola en éclats. Dans l'embrasure se tenait l'homme qui l'avait aperçu dans les marais, mais les traits de son visage étaient ceux du commissaire. Clémence s'était dressée d'un bond en entendant la porte gicler. C'est alors et seulement alors que Paul s'aperçut qu'il s'agissait de la femme du commissaire. La pièce se mit à tourner et les trois protagonistes se retrouvèrent au milieu des marais. « Mais vous ne vous appelez pas Clémence ?» s'étonna presque bêtement Paul. Les traits de Clémence changèrent. C'était une femme tout aussi belle mais dont le visage lui était inconnu. Il entendit un cri. L'homme se précipita en levant son épée. L'Odesse se mit à courir, mais il n'y parvenait pas. Le cri résonna à nouveau et Paul ouvrit les yeux. En cette chaude matinée de juillet, les enfants parisiens étaient nombreux à jouer et à hurler dans la rue. Et c'est l'un d'eux qui venait de réveiller l'Odesse. Il était encore tout en sueur. La lumière du jour passait légèrement à travers les persiennes, et Paul pensa à son rêve. C'était la 4e nuit consécutive qu'il était ramené malgré lui au marais et à la triste aventure qui avait occupé son début d'année. Bien qu'il eût voulu se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une simple coïncidence, il craignait au fond de lui que tout recommençât. Il se leva et machinalement alluma la télévision, puis se dirigea vers la cuisine pour se faire couler un café. La matinée était radieuse et Paul savourait les quelques jours de vacances qu'il s'était octroyés. À peine était-il gâché par ses rêves incessants. Son téléphone sonna. Le déçut un pressentiment. Il reconnut de suite la voix au bout du fil. « Paul, c'est Flavien. J'ai une mauvaise nouvelle. Ils ont repris les fouilles au fort il y a une semaine. » Je m'en doutais. « Ah, toi aussi tu refais des cauchemars ?
Oui, qui en est chargé? Le professeur Nadia Tari. Elle a fait réouvrir le tombeau le jour même de son arrivée. S'est-il déjà produit de nouveaux événements? Non, rien pour l'instant, mais Jacques veille. Se peut-il que nous ayons la chance de nous tromper? Il n'y a rien que je souhaite autant. Tout en poursuivant sa conversation, Paul s'était assis en face de sa télé dont il avait coupé le son. Il regardait sans grande attention les images qui s'enchaînaient sur son poste. Soudain, le jeune avocat s'excusa. « J'ai un autre appel, dit-il. » Le desk continuait à fixer l'écran. Quand Sénéchal reprit son combiné, son ton était plus grave. « C'est Jacques. Nous ne nous sommes pas trompés. Cela recommence. » Quand le commissaire était descendu de sa voiture, un des brigadiers était venu de suite à sa rencontre. « Ce n'est pas très joli », avait annoncé ce dernier. Le commissaire avait acquiescé. Chaque fois qu'il se rendait sur les lieux d'un crime, il y avait toujours un collègue prompt à le mettre en garde contre ce qu'il allait découvrir. Mais le temps aidant, le commissaire s'était habitué à des scènes horribles, et même si parfois il en faisait encore des cauchemars, le plus souvent il parvenait à les effacer. Il avait donc descendu le petit chemin de terre qui serpentait les marais. Tout au long se trouvaient des policiers occupés à rechercher des indices. Puis d'un seul coup, il avait aperçu un linceul qui recouvrait un corps ensanglanté. Il s'était penché et avait soulevé le morceau de tissu. Dessous, le corps de la jeune Sandrine Boucard, dont la gorge avait été tranchée. Elle portait sur le front une marque rouge. Avec un geste de dégoût, il s'était reculé et puis avait demandé au brigadier de lui ramener une rose rouge. Devant la surprise de ce dernier, Rosen s'était contenté de lui expliquer qu'il connaissait la victime et que cela était une tradition dans sa famille. En fait, la superstition a pris le dessus chez cet homme rationnel, et même s'il ne connaissait pas la raison qui avait poussé Dufrier à agir ainsi avec le jeune Hervé Lodès, il avait pensé que ce geste ne coûterait rien et pourrait peut-être servir à quelque chose. Rosen avait levé les yeux vers le fort. Nous avions malheureusement raison, ce n'est pas encore terminé. Ayant quelques instants plus tard rejoint sa voiture, il avait composé un numéro sur le téléphone du véhicule. Après quelques sonneries, une voix féminine avait décroché. « Cabinet de maître Sénéchal, j'écoute. » « Bonjour madame, pourrais-je parler à maître Sénéchal, s'il vous plaît ?»« Il est déjà en communication, monsieur. »« Excusez-moi d'insister, c'est le commissaire Rosen à l'appareil et c'est très urgent. »« Ah, pardon, commissaire. Ne quittez pas, je vous le passe sur la deuxième ligne. » Moll sonna l'interphone. Une voix d'homme répondit. « Bonjour monsieur, c'est moi qui vous ai appelé hier, c'est au sujet de Gustave Dufrier. »« Ah oui !» soupira l'homme sans montrer un réel enthousiasme. « Je vous ouvre, c'est au 3e. » Il n'y avait pas d'ascenseur et l'escalier avait des marches assez hautes. C'était un immeuble du début du XXe siècle, complètement anonyme, dans une petite ville du centre de la France. Moll regarda les noms sur les portes. Buton, Jumeau, Moyet, Nief. Il sonna à cette dernière. L'homme qui vint lui ouvrir avait une quarantaine d'années, les cheveux châtain clair, courts et coiffés en arrière. Il avait des yeux globuleux qui semblaient vouloir s'échapper de son visage. Il esquissa un sourire en voyant Moll et l'invita à entrer. L'appartement était spacieux mais mal rangé. Dans toutes les pièces, il y avait des étagères couvertes de livres. Le maître des lieux invita son visiteur à s'asseoir sur un des fauteuils du salon. Il prit pour sa part place sur le canapé d'en face. « Monsieur, commença Moll. Je vous en prie, appelez-moi David, coupa l'autre. Vous êtes au courant du secret maintenant, vous faites presque partie de la famille. » Pascal parut chianer, mais se reprit bien vite. « En fait, non, justement, je ne sais pas encore tout. Voilà plusieurs mois que je fais des recherches. En fait, depuis que Gustave Dufrier m'a parlé, mais beaucoup d'éléments m'échappent encore. »« Eh bien, je suppose que vous avez des questions. »« Oui, et pas mal. »« Peut-être devrais-je alors préparer un café, » coupa David en se levant et en partant vers la cuisine. Pascal resta sans bouger 1 ou 2 minutes. Des bruits de tasses, de petites cuillères métalliques lui parvenaient de la pièce voisine.
Il se leva finalement et s'intéressa aux livres sur les étagères, plus pour se donner un peu de prestance que par réel goût. « Belle collection !» fit remarquer David en revenant avec un plateau sur lequel trônait un sucrier et 2 tasses de café fumant. « Je suis un passionné de livres !» Pascal ne comprenait pas. Les raisons qui l'avaient amené ici étaient gravissimes. Depuis plusieurs mois, il n'était pas parvenu à se détacher de ses problèmes. Et pourtant, son interlocuteur ne semblait pas plus perturbé que cela. Moll lui en fit la remarque. David eut un sourire. « Vous savez, pour vous, toute cette histoire est nouvelle, mais dans ma famille, nous vivons avec depuis 2 générations. Mon grand-père est mort en 1965, à l'âge de 90 ans. Moi, j'en avais à peine 10 et pourtant, il m'avait déjà raconté des centaines de fois son chantier au château de Joux. Mon père nous emmenait tous les ans sur place, et tous les ans, il était soulagé que rien ne recommença. » Il marqua une pause. « Il est mort il y a 2 ans. Heureusement, je ne sais pas comment il aurait pris s'il avait su qu'il était revenu. »« Alors, il existe vraiment, ce ne sont pas de simples légendes. »« Non. À Maldricus le Romac, le sire au loup existe, et il n'y a qu'une solution pour s'en débarrasser. »« Laquelle ?»« Détruire son lien. » Passion